Bonjour, c'est Léa. Et Azélie, les deux voix de l'épisode. À l'occasion de l'anniversaire des 400 ans de Blaise Pascal, survenu en 2023, nous avons réalisé 2 épisodes dédiés à cette figure incontournable de la région clermontoise, en collaboration avec la ville de Clermont-Ferrand. Durant presque 1 heure, nous vous emmenons découvrir l'histoire de cet homme de génie, aussi bien mathématicien que philosophe ou encore visionnaire. Dans ce 2e épisode, nous allons plonger ensemble dans l'ambiance des jeux mondains, des jeux de cartes au dé, en passant par les paris. Nous vous parlerons des origines des jeux, que l'on connaît bien, et des modes de divertissement de l'époque de Blaise Pascal. Si vous n'êtes pas forcément familier avec la figure de Pascal, nous vous recommandons d'abord d'écouter notre premier épisode pour suivre le personnage complexe qu'il était. Ici, nous explorerons plus en profondeur sa pensée et son rapport au monde, surtout celui du jeu, car c'est de ce dernier qu'il s'inspire dans nombre de ses écrits. Pascal voit le jeu comme une source de divertissement qui nie à l'homme et l'éloigne de la foi, très importante à ses yeux. Le jeu de son époque a façonné sa pensée mais aussi son rapport aux mathématiques, notamment avec son traité sur les probabilités et le fameux pari de Pascal. Pour découvrir ce penchant de sa personnalité et l'influence de son travail sur les mathématiques d'aujourd'hui, nous avons rencontré Cédric Villani, mathématicien de renom, médaille Fields en 2010, ancien député et figure emblématique de l'année Blaise Pascal. Pour profiter d'une écoute optimale, l'épisode se compose en 2 parties, une partie informative et une partie interview. Chaque élément fait l'objet d'un chapitre d'écoute où vous pouvez retrouver les détails dans le descriptif de l'épisode afin de vous rendre directement sur les parties qui vous intéressent. Bonne écoute! Avant de parler de Pascal et de son rapport au jeu, il nous semblait opportun de poser quelques notions de contexte historique pour comprendre l'univers du jeu au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les jeux de société ont pris un essor particulier depuis le Covid, entre autres, et l'on peut aussi bien jouer à des jeux de cartes, de dés, de stratégie, jouer à des enquête games, des jeux d'ambiance pour les soirées ou des jeux d'une durée indéterminée pour les après-midi entre copains à plonger dans un univers particulier. On peut aussi miser au casino en jouant aux machines à sous, à la roulette, au blackjack, jouer aux jeux vidéo. En somme, les possibilités sont multiples. Mais qu'en est-il au XVIIe siècle ? Commençons par une brève histoire du jeu. L'héritage du jeu remonte à l'époque mésopotamienne, où l'on aurait découvert les traces officielles du premier jeu, même si des suppositions pouvaient être faites sur des usages plus anciens, avec les osselets par exemple, mais rien n'en attestait l'usage spécifiquement ludique. Le premier jeu, officiellement découvert comme tel, cela diffère selon les sources, mais nous retenons cette idée-ci. Il s'agit d'un jeu de parcours et de capture dans lequel on utilise des dés de forme pyramidale. Il s'agit d'un des rares jeux anciens dont on trouve la règle écrite, et c'est d'ailleurs ce qui permet d'en attester la date. Les règles de jeu se transmettaient généralement de manière orale. On trouve ensuite parmi les jeux très anciens des jeux égyptiens, des jeux chinois, qui ont évolué au fil des époques et des civilisations. Une grande partie des jeux que l'on retrouve au XVIIe siècle sont hérités des âges précédents, notamment de l'époque médiévale, avec le jeu de paume, les jeux d'échecs, de dames, mais aussi les jeux de dés et de cartes. D'ailleurs, pour l'anecdote, nous pouvons tout à fait penser au célèbre jeu de dés original, le cul de chouette, dans la série médiévale Camelot, qui se joue avec 3 dés, le but étant d'atteindre ou de dépasser 343 points. Petite information, pourquoi 343 ? Parce que l'on retrouve les initiales du jeu du cul de chouette, C, D, C, 3e, 4e et 3e lettre de l'alphabet. Revenons sur l'origine de certains d'entre eux. Le jeu de dés, très répandu dans les paris, les cartes à jouer, et le jeu du piquet, dont Pascal parle dans certains de ses écrits. D'abord le jeu de dés. Si aujourd'hui le dé est un élément bien connu de nos jeux, avec ses 6 faces et sa forme cubique, celui-ci n'a pas toujours été ainsi. Ils étaient d'ailleurs au préalable surtout utilisés pour prendre des décisions, par exemple en laissant le hasard faire les choses ou, comme dans certaines croyances romaines, laisser les divinités les guider. Le dé pouvait être de différentes formes et différentes matières. On peut penser aux osselets par exemple, qui pourraient être les prémices du jeu ancien, mais rien n'en atteste de leur usage spécifique comme nous l'avons dit plus haut. Ce qui est plus certain, c'est que le jeu de dés était courant à Rome et à Athènes, et de nombreux textes, statues, fresques illustrent d'ailleurs la passion des Romains et des Grecs anciens pour ces jeux. Ces dés, aux allures et matières diverses, sont fabriqués depuis l'époque mésopotamienne, à partir d'os sculptés, de bois, de pierres peintes, ou encore de carapaces de tortues, avant de l'être en laiton, en cuivre, en ivoire. Ils ne seront équilibrés qu'à partir de la Renaissance, facilitant ici l'usage du jeu et des paris. La présence de dés cubiques remonterait néanmoins à plus de 4000 ans en arrière.
certains ayant même été retrouvés dans des tombes de la vallée de l'Indou, à l'ouest du sous-continent indien. Alors, au XVIIe siècle, on jouait donc avec des dés à 6 faces, le plus souvent équilibrés, même s'il n'était pas rare d'avoir des dés pipés, triche oblige, et l'on pariait sur la possibilité de faire un double 6. C'est pour aider d'ailleurs ses amis adeptes de ces jeux d'argent que Pascal se penchera sur la probabilité de réaliser ce double 6. Et plus tard, cela donnera naissance à l'arbre des probabilités que nous apprenons sur les bancs de l'école. Mais sur ce point, nous en parlerons avec Cédric Villani plus en détail dans la partie 2 de l'épisode. L'utilisation des premières cartes à jouer serait mentionnée autour de 1370 en Europe et serait originaire d'Espagne. En France, elles arriveront plus tardivement, vers 1390-1400. Les cartes sont utilisées pour jouer à des jeux de hasard, comme les dés en somme, mais avec des attributs différents, rendant la partie plus ardue avec une part d'incertitude supplémentaire. On ne connaît pas les cartes de ses adversaires, face cachée, on attribue aux cartes deux couleurs distinctes, le rouge et le noir, et des valeurs différentes de l'as au roi, en passant par le valet, la dame, enfin vous avez compris, offrant alors de nombreuses combinaisons possibles. Ce jeu, complètement nouveau, va entraîner de nouveaux gestes et un nouvel environnement sonore, plus feutré, moins bruyant que celui des jeux de dés ou de pions, et une nouvelle manière de jouer avec la possibilité inédite, elle aussi, d'alliance entre joueurs partenaires. Enfin, avec le jeu de cartes, le papier, encore peu répandu, va faire une entrée triomphale dans l'univers des jeux. Plus tard, le jeu de tarot va faire son apparition dans les salons mondains avec de nouvelles règles et l'arrivée, selon, d'une nouvelle figure, d'un nouvel atout ou encore d'une réduction du nombre de cartes. En somme, une nouvelle manière de jouer aux cartes. Il fera son arrivée en France autour de 1500 et deviendra le jeu le plus prisé des élites du royaume dans les décennies suivantes. Le roi lui-même en sera friand. Henri de Navarre, futur Henri IV, y joue d'ailleurs passionnément. Fait rare, les règles du jeu seront imprimées dès 1637, représentant le plus ancien texte détaillé des règles du tarot. Parlons maintenant du piquet. Il s'agit en fait d'un jeu de cartes qui pourrait s'apparenter au tarot avec une légère variante des règles. Ce jeu demande une réflexion plus grande que les jeux simples de dés ou de cartes classiques et incite à un plaisir plus intellectuel. Petit aparté sur la réglementation des jeux d'argent et de hasard. Les jeux d'argent et de hasard n'étaient pas vus d'un très bon œil au départ, car cela rendait l'homme mauvais. Des bagarres éclataient dans l'espace public. Mais au fur et à mesure, ils ont été de plus en plus tolérés, afin d'éviter les jeux clandestins, bien plus nocifs à la société que s'ils étaient encadrés. Autoriser un certain type de jeu permettait d'éviter les déviances trop importantes. Et dans le milieu mondain, on s'est vite pris au jeu. Et Louis XIV n'était d'ailleurs pas le dernier à y jouer. Après les dés et les cartes, les jeux de pions. Voici une nouvelle manière de parier, le jeu de loi, que l'on connaît encore bien aujourd'hui même s'il n'est plus question de jeu d'argent, mais plutôt de jeu d'enfants. Les origines de ce jeu sont plus obscures, mais une origine italienne semble se dessiner dans les études. Le jeu de loi est un jeu de société de parcours où l'on déplace des pions en fonction des résultats des 2 dés. Traditionnellement, ce jeu de hasard comprend 63 cases disposées en spirale, enroulées vers l'intérieur et comportant un certain nombre de pièges. Le but est d'arriver le premier à la dernière case. Si aujourd'hui on pense plus au jeu de loi comme un jeu enfantin plutôt qu'un jeu de paris, on le doit à l'usage des jeux dans l'apprentissage des enfants dès l'époque des Lumières. L'éducation des enfants de l'aristocratie se fait en effet de plus en plus avec l'appui des jeux de cartes, de parcours ou encore de puzzles pour leur apprendre l'histoire, la géographie ou encore la langue latine de manière plus ludique. Au-delà des jeux de paris, on joue également à des jeux de réflexion comme le jeu d'échecs ou le jeu des dames. Le jeu d'échecs semble être apparu en Europe au cours de l'an 1000 et sera très prisé au Moyen-Âge et notamment dans le milieu de l'aristocratie. Les règles de l'époque sont quelque peu critiquées, peu dynamiques. Les Espagnols écriront de nouvelles règles au XVe siècle. Sur la même inspiration médiévale, on retrouve le jeu de tric-trac et les dames. Le tric-trac est composé d'un tablier à 2 rangées de 12 flèches, 15 dames ou pions par joueur, 2 dés pour faire avancer les pions. Les dames ne diffèrent pas spécifiquement des règles que nous connaissons aujourd'hui. Le tric-trac serait d'ailleurs une invention française avec un début au XVe siècle, un peu discret, mais un jeu qui deviendra très en vogue au XVIIe et XVIIIe siècle. Ces jeux de réflexion sont très prisés par la gente féminine que l'on retrouve de plus en plus dans les salons. Les jeux de cartes, les jeux de pions, même si à l'époque cela est plus ou moins bien vu, car le temps alloué aux jeux serait fait au détriment de leur dévouement pour leur mari. On est à l'époque
du début de l'émancipation féminine. Dans un autre registre, parlons des joutes oratoires. Les joutes oratoires ou jeux littéraires sont un domaine où Pascal excelle. Le jeu littéraire pourrait être une analogie du combat armé, mais ici les armes seraient la parole et la pensée. Le jeu de la conversation est inspiré des joutes médiévales où plusieurs adversaires s'affrontent. Ici, des poètes ou autres littéraires s'affronteraient en se posant des questions. Ces pratiques étaient réservées à l'élite mondaine. Tout le monde n'était pas cultivé au même niveau, d'autant plus à ces époques. Et loin d'être un divertissement mondain propre au XVIIe siècle, les joutes littéraires remonteraient déjà à l'époque de Platon ou Cicéron. Mais qu'en est-il de la place de Pascal dans cet univers du jeu ? Pascal veut convaincre, il choisit d'utiliser un style très épuré, sans rondeur et surtout sans chichi. On peut ressentir à la lecture de Pascal un ton très logique, très clair, très imagé. Dans l'épisode 1, nous avions vu en quoi Pascal était philosophe et pouvait pour autant critiquer la philosophie en écrivant des phrases très courtes et impactantes en visant Descartes par exemple. Pour continuer dans cette opposition, le style de Blaise Pascal est proche du nôtre, bien plus que celui de Descartes, plus difficile à lire à notre époque contemporaine. Il n'utilise aucun mot de trop, pas de pédantisme. Il utilise uniquement les mots nécessaires à convaincre. Nous ne pouvons pas dire de Blaise Pascal que ce soit un rhéteur au sens propre du terme. Un rhéteur est une personne qui enjolive les vérités, arbore de fioritures ses phrases, fait dans la luxuriance de ses propos. Mais Blaise Pascal va droit au but sans en faire trop et fait de son style une puissance logique. Vous en avez d'ailleurs un exemple par ses distinctions entre esprit de finesse et esprit de géométrie que nous définissons dans l'épisode 1. En résumé, Blaise Pascal vise juste et fait de ses discours un pouvoir de persuasion visant à intéresser l'esprit et toucher le cœur. Vous l'aurez compris, Pascal n'est pas étranger au plaisir des joutes oratoires, tant son envie de convaincre et de persuader se manifeste chez lui. C'est d'ailleurs de cet art oratoire qu'il va se servir pour convaincre ses amis libertins de se rapprocher de la foi, tant pas importante pour lui. Il faut notifier que le libertin de l'époque n'est pas celui que l'on pourrait imaginer aujourd'hui. On distingue deux types de libertinage, celui qui s'adonne au plaisir charnel, dépassant la limite de la morale conventionnelle, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse ici. On retrouve à l'époque de Pascal le libre penseur, le libertin érudit, associé à un mouvement de libre pensée, remettant en cause les dogmes et les idées reçues de son époque, en cherchant à s'émanciper de la pensée morale de l'Église. Et c'est celui-ci que Pascal essaie de convaincre. Le contexte est posé, Pascal et le jeu de l'époque semblent être intimement liés, mais jusqu'à quel point cela va-t-il influencer la pensée de son siècle et son rapport aux mathématiques ? Nous recevons Cédric Villani pour tenter de percer les mystères de cet homme aux multiples facettes qui est Blaise Pascal et découvrir quels liens se tissent avec les mathématiques d'aujourd'hui. Bonjour Monsieur Villani. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps concernant cet épisode. On va vous demander de vous présenter, dire un peu qui vous êtes et éventuellement votre lien avec Blaise Pascal. Pourquoi Blaise Pascal ? Cédric Villani, mathématicien, très engagé dans les affaires publiques, la vie publique, le débat public. Et comme tout mathématicien qui se respecte, j'ai une tête envers Blaise Pascal, tout particulièrement quelqu'un qui a su aussi bien que lui faire communiquer différents aspects de la vie publique et de la vie des idées. Et je me suis retrouvé tout naturellement très impliqué dans les célébrations du 400e anniversaire de Blaise Pascal. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode du jeu au temps de Blaise Pascal. Et donc, notre première question pour ouvrir un petit peu la discussion et le débat, quel lien on pourrait faire avec Blaise Pascal et le jeu ? Premièrement, Blaise Pascal est quelqu'un qui joue toute sa vie. Il prend plaisir dans les joutes oratoires et même le vrai plaisir du combattant rhétorique, celui qui aime quand il arrive à dézinguer son adversaire. Il prend plaisir à faire des paris, à tenter les choses. On a souvent dans l'iconographie traditionnelle philosophique ou dans la vie des idées réduit Pascal à un bigot moralisateur. Et en vrai, quand on regarde sa vie, on le voit prendre vraiment plaisir à embrasser toutes les possibilités et à se lancer dans des aventures risquées. Par exemple, tout à la fin de sa vie, alors qu'il est dans ce que les commentateurs appellent sa période religieuse la plus poussée, il se lance dans
projet entrepreneurial avec trois autres cofondateurs de la première entreprise de transport en commun au monde, avec modèle économique à trouver, la publicité, les questions des billets, etc. Quelque chose qui était vraiment risqué. Donc Pascal est quelqu'un de joueur et quelqu'un qui aime jouer. Ensuite, Pascal est quelqu'un qui utilise le jeu comme d'autres activités du grand monde dans ses inspirations. Inspiration pour ses réflexions philosophiques, pour son observation des pratiques humaines, mais aussi inspiration pour des domaines scientifiques. Et l'une de ses plus célèbres pages mathématiques, c'est la naissance du calcul des probabilités, de la théorie des probabilités. À l'époque, on dit géométrie du hasard, en tout cas c'est comme ça que Pascal intitule. Et c'est une correspondance avec le mathématicien toulousain Pierre de Fermat, qui était certainement le mathématicien le plus puissant de l'époque. Et dans cet échange, dans cette correspondance entre les deux, entre Pascal et Fermat, on s'inspire d'un problème de jeu pour faire naître cette géométrie du hasard. Donc le jeu sert aussi d'inspiration. Justement, vu qu'on parle des probabilités avec Pascal, le pari de Pascal, qu'est-ce qu'on peut dire du pari de Pascal ? Parce qu'aujourd'hui, quand on pense pari, on pense à cette notion de jeu, cette notion de gain, avec un enjeu, et plus dans quelque chose où on va peut-être rigoler, il y a cette question de divertissement. Or, dans le pari de Pascal, il y a vraiment cette question avec la dimension religieuse. Quel lien on peut faire entre du coup, les probabilités, le pari de Pascal et le jeu, le hasard aussi complètement. Je vais insister sur deux éléments. En premier, Pascal parle du jeu, du divertissement, parmi les choses qui régissent le monde, et il l'utilise dans un certain nombre de contextes. D'abord, il a très conscience du jeu comme étant une activité humaine, sociale, qui sert aussi à avoir des liens, à les entretenir, et en cela parfaitement légitime. Et Pascal insiste bien, à la fin de sa vie, tenez, je vais essayer de trouver la citation ici et là, régulièrement, il faut lire dans le texte, et la force de Pascal, c'est aussi les formules de sa langue toujours extrêmement bien ciselées. On s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédance, mais c'était des gens honnêtes comme les autres, riant avec leurs amis. Riant avec leurs amis, on les imagine aussi jouer avec leurs amis. Pour Pascal, le simple fait d'entretenir des bonnes relations avec ses amis est quelque chose d'important, et même quelque chose de très important. Il le dit plus tard, je vais dire la citation complète. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants, c'était des gens honnêtes comme les autres, riant avec leurs amis, et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus sérieuse était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit le politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. D'abord, ils s'amusent bien en nous disant la politique, les rois, les lois, tout ça, en fait, c'est de la blague, tout ça, c'est pour... comme si vous essayiez de donner un règlement intérieur à un hôpital de fous. Et ensuite, regardez ce renversement. La partie la plus sérieuse, c'est de vivre simplement, tranquillement, et de rier avec les amis. Si vous jouez pour rire avec vos amis, c'est quelque chose de sérieux. Au contraire, faire des lois, c'est la partie la moins sérieuse. Et Pascal dit, quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. Donc le renversement, dans une de ces bonnes pensées paradoxales que Pascal aime bien, jouer avec ses amis, c'est quelque chose de très bien et sérieux. Faire des lois, c'est un divertissement qui en fait doit être pris à la rigolade. Bon. Et en revanche, quand Pascal parle à d'autres moments du divertissement sur quelque chose qui n'est pas du tout légitime, c'est quand on utilise le jeu pour se soustraire à ses propres devoirs, éviter de regarder les choses en face. Voici une citation. Petite musique d'attente. Il me semble que le divertissement pascalien, c'est plutôt un divertissement pour oublier qu'on est mortel. Ouais, alors c'est nous qui l'appelons dans les divertissements pascaliens. Oui. Et Pascal, il met le divertissement à plein de sauces. Celle qui a le plus pris, celle dont on retient, c'est celle pour oublier qu'on est mortel. Mais
le fond étant plutôt oublier ses devoirs ou ce qu'on a à voir en face. Voici une citation qui est excellente et je vais commenter et recommenter. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour la prendre, cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Parce qu'elle dit, voilà, vous avez été une cabale, vous avez mis au cachot, vous êtes presque perdu, il vous reste très peu de temps, mais si vous intriguez, si vous demandez des nouvelles, si vous envoyez des émissaires, si vous lancez la contre-cabale depuis votre cachot pour vous sauver, vous avez le temps de le faire. Au lieu de ça, en prison, vous jouez au piquet, un jeu de hasard, vous vous occupez, vous passez le temps. Bon. Là, ici, c'est vraiment, au lieu de faire les choses importantes, toutes les choses qui vont vous sauver, pas forcément de ce qu'on est mortel, de choses comme ça, mais juste se maintenir en vie. C'est contre nature à la place d'occuper son temps à jouer. Mais l'humanité passe son temps à faire ça. Et même, on peut dire, moi j'aime beaucoup cette citation parce que j'y vois l'une des plus fortes images qui ait jamais été faite sur les questions, la crise écologique du moment. Aujourd'hui, on peut dire que l'arrêt qui nous est donné, c'est celui que nous disent les scientifiques, qui disent, mon ami, t'es condamné, il te reste plus que quelques années, tu as peut-être encore une chance de te sauver pour éviter le cataclysme. Et le cataclysme, ça veut dire peut-être des guerres civiles, des populations déplacées, des anéantissements, des territoires ravagés, tout ça. Bon. Et pour te sauver, il faut vraiment le vouloir. Y aller, etc., t'informer, réfléchir à la solution. Et au lieu de ça, mon ami, tu t'amuses. S'amuser, ça veut dire faire la guerre pour tel et tel territoire, se latter sur les réseaux sociaux, se lancer dans une grande course de compétition politique dans ci ou ça. Toutes sortes de divertissements qui peuvent sembler très sérieux, mais qui sont détournent justement du vrai but, se sauver. Donc là, il y a le jeu, effectivement, c'est une instance de ce jeu qu'on appelle par le divertissement pascalien, comme on dit, où on va fuir ses responsabilités, regarder les choses en face. Pascal utilise bien les mots contre nature pour parler de cet usage dévoyé du jeu. Maintenant, on va parler tout à l'heure, on va développer la question du jeu menant à des questions de probabilité. Mais d'abord, on va parler du pari pascalien. J'ai écrit tout un article en vrai sur ce pari. C'était une commande de l'Institut français d'Autriche. Et c'est un des textes les plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Il y a des centaines de commentaires qui en ont été faits. C'est un texte, quand on le voit dans le manuscrit de Pascal, il est écrit comme s'il était en deux dimensions, dans un sens, dans l'autre, atturé. On sent qu'il y a une très grande exaltation qui a été derrière. C'est un texte qui est trompeur, il trompe son monde. Et la première fois que j'ai été exposé, quand j'étais étudiant, je ne l'ai pas trouvé impressionnant du tout. Et c'est un texte qu'on simplifie très souvent. La version simplifiée, c'est de dire mener une vie pieuse ou une vie séculaire, une vie de péché. Admettons qu'il y ait beaucoup moins de chances. Admettons que même la probabilité de l'existence de Dieu soit infime. Cette infime probabilité, quand vous le comparez au gain qui est attendu, donc quand vous raisonnez en matière d'espérance, en multipliant la probabilité par le gain, vous trouvez quelque chose d'infini, puisque ce qui vous attend est infiniment heureux dans l'au-delà, une infinité d'infiniment heureux, etc. Voilà. Et de l'autre côté, même si c'est un très grand nombre, la probabilité que Dieu n'existe pas, multipliée par tout ce que vous perdez, en renonçant, etc., au jouissance du monde, ça, c'est quelque chose qui est fini. Donc l'infini bat le fini, forcément. Le raisonnement de Pascal ne s'arrête pas là. De toute façon, ça n'aurait pas fait le succès du texte si ça avait été juste là. Et de toute façon, ça n'aurait pas été Pascal, parce que ce raisonnement, on le trouve déjà bien avant Pascal, dans tel et tel auteur de l'Antiquité. Parce que du coup, si on remet simplement le pari de Pascal, qu'est-ce qu'il essaie de démontrer avec ce fameux traité ? Le pari de Pascal fait partie de ce traité inachevé, dont on ne saura jamais quelle forme il aurait eu, que sont les pensées.
et c'est un projet qui vise à entraîner dans l'orbite chrétienne le maximum de personnes. Et dans ce passage du raisonnement de Pascal, ce qui compte n'est pas tant cet argument de probabilité que la conclusion et la morale dans laquelle il veut faire venir le lecteur concernant le choix d'une vie ici-bas et le choix des habitudes. Les habitudes comme quelque chose qui va aller ou pas, aider ou pas à être en disposition par rapport à la foi. Le titre originel de ce texte, d'après les documents qu'on a de l'époque, c'est le discours de la machine. Ah oui, donc il n'y a pas de lien avec le pari à la base. Si, il y a un lien avec le pari, mais le titre c'est le discours de la machine. Et le point clé, le centre, c'est la machine. En fait, le grand thème central peut-être dans l'œuvre de Pascal, s'il y a un thème central, c'est celui de la machine, décliné sur tous les tons, depuis la machine à calculer jusqu'à nos réflexes et l'inconscient qui nous trompe. La machine pour Pascal, c'est d'une part les objets qu'on réalise, mais d'autre part, nous, dans ce que nous avons d'éléments mécaniques non contrôlés, aussi bien la mécanique physique, nos muscles, nos squelettes, que la mécanique sensorielle, les images qui nous parviennent, les perceptions, les sens, mais aussi tout le travail que fait notre cerveau, notre esprit sans qu'on en ait conscience. Tout ça, tout ce qui est réflexe, tout ce qui est machine, mécanique, c'est ça, la machine pour Pascal, notre machine. Et l'un des grands thèmes de Pascal, sur lesquels il aime bien s'opposer à Descartes, même si Pascal aime bien exagérer l'opposition qu'il sépare de Descartes, c'est de dire qu'on ne peut pas séparer la machine de l'esprit, de la réflexion. Il y a une influence dans les deux sens. Et comprendre, pour Pascal, réaliser quelque chose, ça implique aussi bien la raison que la machine. C'est avec tout son être et ses habitudes quand vraiment on comprend quelque chose. Et si un jour vous voulez faire une émission consacrée au pari de Pascal, allez chercher Laurent Thirouin, qui est professeur à Lyon 2 et qui est le spécialiste mondial du pari de Pascal, et qui même a retrouvé, décortiqué un jour dans le texte du pari, en regardant pour la énième fois la version originelle, a vu qu'il y avait un mot qui avait été mal retranscrit pendant des générations et qui posait un problème d'interprétation, et qu'en fait ce mot tel qu'il était là indiquait que obligé à nuancer l'un des aspects de l'interprétation de Pascal, et indiquait que dans l'esprit de Pascal, la partie évoquée, celle où on compare les gains, les pertes par rapport au paradis ou pas, dans cette partie-là, l'état d'esprit de Pascal, ce n'est pas celui dans lequel vous décidez ou pas de vous lancer dans un pari. C'est un état d'esprit dans lequel la partie a déjà commencé et vous devez choisir de vous retirer ou pas de la partie. Et ça le met dans un cadre qui est bien plus proche du problème qu'il motivait en mathématiques, on y reviendra. Mais en tout cas, pour revenir sur ce pari, ce texte du pari qui est très riche, c'est un texte dans lequel Pascal, fidèle aussi à ses habitudes, change de point de vue à plusieurs reprises. Un coup, le point de vue de l'humain, le point de vue de l'observateur, le point de vue de l'ami, le point de vue de Dieu ou des anges, qui sait quoi. En tout cas, il y a 4 ou 5 changements de point de vue dans ce texte. Et le cœur de l'articulation, si je puis dire, l'ensemble, c'est de dire, comme vous diriez, imaginez vous êtes croyante et vous dites à une amie mécréante, tu me dis que tu ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Tu me dis que c'est parce que c'est irrationnel la croyance et que toi tu es trop rationnel. Mais ça, c'est ce que tu crois. Tu crois que c'est la raison pour laquelle tu ne crois pas, mais je vais te prouver que tu te trompes. Imagine que tu sois un être parfaitement rationnel. Si c'était le cas, tu gérerais ta vie avec des calculs, avec des probabilités. Alors tu te poserais la question, qu'est-ce qui est le plus rationnel dans ton attitude? Tu ferais le pari, est-ce que je joue la partie comme ci ou comme ça? Si tu étais parfaitement rationnel, la rationalité te convaincrait qu'il faut croire. Pas qu'il faut parier sur l'existence de Dieu, du paradis et tout ça. Mais cet argument ne suffit pas à te décider. Donc interroge-toi. La vraie raison pour laquelle tu ne crois pas, ce n'est pas un excès de rationalité. Au contraire, c'est quelque chose d'émotif. C'est des convictions qui t'empêchent de croire.
Réfléchis, quelles sont ses convictions. Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... etc. Et si tu veux te mettre dans l'état d'esprit mieux disposé, commence par atténuer ces émotions. Pascal a même cette phrase qui lui a été beaucoup commentée, reprochée parfois, « abêtissez-vous ». Et pour vous abêtir, donnez plus de... commencez par mettre la machine à votre service. Les habitudes, allez à l'église, récitez, écoutez les prières, chantez, voyez ce qui se passe en vous à ce moment-là. Comment ces habitudes vont changer votre état d'esprit. Peut-être. Vous pouvez donner une chance à ça en tout cas. Ça c'est le raisonnement de Pascal. Donc c'est le discours de la machine au sens où le discours pour donner plus de place à la machine, à ce qui est mécanique en nous par rapport aux émotions et aux croyances. Et donc ce discours d'ensemble, ça a été ma thèse et que j'ai développé dans un petit essai, il se transpose on peut faire un très bon parallèle avec la question de l'engagement politique. Après avoir lu le texte de Pascal, je ne peux toujours pas vous dire, moi, pour le coup, sur la question de foi, moi, je suis un vrai agnostique, je ne peux pas vous en dire plus sur l'endroit où je suis, tout en reconnaissant la brillance du texte de Pascal et combien il est fascinant, j'en suis pas plus croyant. D'accord, j'allais vous demander si justement vous pariez. Non, je suis là comme ça, je ne sais pas vous dire, peut-être je suis dans la catégorie des demi-habiles, comme dit Pascal, les savants qui se croient malins parce qu'ils ils en savent un peu plus que les autres, mais qui ne sont pas assez habiles pour avoir atteint le vrai état de sagesse, parce qu'elle aime bien les latter. Il n'a pas de mots assez durs pour ces demi-habiles. Peut-être que je suis pile dans cette catégorie-là, peut-être. Mais en tout cas, le texte de Pascal, il se transpose très bien à la sphère politique, à l'engagement dans les partis. Et on peut faire la même chose. Vous croyez que vous ne vous engagez pas dans les partis parce que vous êtes trop rationnel, mais réfléchissez. Si dans les partis politiques, l'éventualité c'est de sauver le monde parce que vous engagez ici et là, alors ça vaut bien largement au centuple tous les désagréments que vous pourrez avoir à être dans les partis, à subir les combines, les heures perdues, etc. etc. Et commencez par aller militer, si vous voulez voir ce que c'est votre conviction par rapport au parti, aux convictions politiques et tout ça. Cette transposition dans la sphère politique, elle n'est pas originale, elle n'est pas, disons, je me contente de pousser le raisonnement d'une analogie qui avait déjà été esquissée par d'autres, en particulier par Eric Rohmer dans son film Manu chez Maud, où on voit un militant communiste qui raconte et qui explique à un de ses amis, voilà, même si objectivement c'est pas clair que l'histoire ait un sens comme l'enseigne Marx, mais c'est la seule hypothèse qui me permet de donner un sens à ma vie. Et donc je vais parier que l'histoire a un sens. Et d'abord, en termes de gain politique, si jamais on arrivait par extraordinaire à renverser le cours des choses et à faire accomplir le sens de l'histoire dans la bonne direction, ça serait magnifique. Et d'autre part, c'est la seule chose qui me permet de donner un sens à ma vie. Pascal, quand on lit le texte de Pascal, et Laurent Thiron insiste là-dessus aussi, le pari qui est fait par Pascal, c'est une question sur l'au-delà, mais c'est avant tout une question sur le choix du mode de vie, ici. Le fait d'avoir un sens, et qui influe aussi sur le bien-être et la façon dont vous vous sentez. Donc vous avez parié sur les mathématiques. Oui, alors on pourrait dire, mais là, on pourrait dire ça, ou plutôt, j'ai accepté, pour être plus pascalien, j'ai accepté de continuer la partie en cours. La partie était en cours dès le début sans que je l'ai décidé, entre la mathématique et moi, et j'ai choisi de continuer la partie. Bon. Alors maintenant, on en vient précisément à ce texte mathématique auquel Pascal fait explicitement allusion dans son texte sur le pari, son texte du discours de la machine. Et donc dans ses lettres, ça date de 1654, c'est peu avant sa fameuse nuit d'illumination mystique, sa nuit de feu. Et dans ce texte, Pascal écrit à Fermat pour lui proposer de travailler ensemble sur un raisonnement qui est donc la naissance de cette géométrie du hasard. Et
Ce qui le motive, c'est un jeu. On va décrire le jeu dans sa version historique. Et d'abord, on admire quelque chose qui est constitutif de Pascal, c'est la façon dont il fait communiquer les différents mondes. Il ne pense pas en silo. Pour lui, c'est un peu... tout a un lien, en fait. Tout est imbriqué. Alors, tout a un lien, mais ce n'est pas non plus la vision cartésienne de raisonnement universel et de vérité universelle. Pascal rejette violemment cette idée universaliste de Descartes. Mais disons, pour Descartes, là où ça serait, pour faire l'analogie, pour caricaturer, là où pour Descartes on aurait une vaste uniformité, pour Pascal il y a plein de chambres, le monde est fractionné, mais ce qui l'intéresse c'est d'établir des liens entre ces chambres. Il y a cette espèce de paradoxe où on commence par révéler les murs et ensuite on traverse ces murs. Et donc Pascal aime bien cloisonner. Il y a les trois ordres de ceci, il y a ceci, il classifie les gens, il classifie les idées, etc. Puis après, il fait des liens entre ces trucs qu'il a classifiés. Et dans son texte du Paris, celui qu'on évoquait, il y a des considérations sur la vie ici-bas, des considérations sur le désir, les envies, des considérations sur Dieu, la religion, des considérations scientifiques aussi, mathématiques. Donc on retrouve entremêlés dans ce texte tous les différents ordres, tous les différents thèmes qui l'ont intéressé. Et dans ce texte mathématique maintenant, dans cet échange avec Fermat, c'est aussi une communication entre différents mondes, parce qu'ils sont entre mathématiciens à discuter, mais ils discutent d'un problème qui vient des mondains. Et Pascal a eu toute une période pendant laquelle il était très dans le grand monde, et les commentateurs de l'époque nous disent même qu'il était parfaitement à l'aise, vraiment comme un poisson dans l'eau avec les uns et les autres. On voit aussi dans ces échanges qu'il est très habile politiquement quand il faut, qu'il sait demander les faveurs à un tel, adopter un ton parfaitement servile quand il le faut, etc. Et il recommande aussi dans ses conseils aux jeunes gens qui vont avoir possiblement des responsabilités, il leur dit bien qu'il faut accepter les usages du monde, s'agenouiller devant les rois, tout en ayant conscience que si les rois sont au pouvoir, c'est complètement le hasard, qu'ils n'ont aucune légitimité, et ainsi de suite. Bon. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois un regard très critique, très distancié, avec beaucoup de dérision et d'ironie, mais en même temps vraiment se plie aux usages et dit même paradoxalement qu'il faut s'y conformer. Il dit même ne pas s'agenouiller devant les rois, ce serait mesquin de leur refuser ça, quelque chose comme ça. Oui, c'est un caméléon en fait. C'est un caméléon, sauf que non, il faut nuancer ça. Parce qu'il sait aussi être hyper mordant à l'occasion et il y va sur les satires, souvent avec des noms d'emprunt, avec des noms de plumes. Il va un coup attaquer les jésuites de la façon la plus violente qui soit, attaquer ses collègues mathématiciens d'une façon terrible, avec de la mauvaise foi aussi à l'occasion. Donc c'est un caméléon avec mais il n'est pas... qu'est-ce qu'on veut dire ? Faut caméléon scorpion, on va dire. On a l'image. Alors, on revient donc sur ce pari. Donc l'ami de Pascal dont il est question est le chevalier de Méré. Pascal aime beaucoup sa compagnie, parle de lui, plaisante même avec Pascal de chevalier. Par exemple, il lui dit, pour vous montrer aussi l'état d'esprit rigolard et plaisantin du Pascal. Pas du tout quelqu'un de triste. Donc lettre de Pascal, M. Pascal à M. de Fermat, 29 juillet 1654. On dit souvent dans le monde mathématique que cette lettre, c'est l'acte de naissance de la théorie des probabilités. C'est assez rare qu'on puisse dater au jour près la naissance d'une discipline scientifique. Il parle à Fermat d'un échange qui a été perdu. Il y a eu un premier échange avant qu'on a eu. Pascal a écrit une première fois à Fermat, puis Fermat à Pascal, mais ce premier échange a été perdu. Et ce qu'on a, c'est la réponse, la suite. Et donc il lui dit « L'impatience me prend aussi bien qu'à vous, et quoique je sois encore au lit, je ne puis m'empêcher de vous dire que je reçus hier au soir, de la part de M. de Carcavie, votre lettre sur les parties, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire, etc. etc. » Donc il faut imaginer la scène, là. Pascal est dans son lit, en train d'écrire la réponse,
Et il dit à Fermat, voilà, je suis encore au lit, mais je suis tellement impatient que je vous réponds tout de suite, etc. Et même plus tard, un passage où il dit, je vous envoie le diagramme que j'ai fait, le tableau que j'ai fait pour accompagner la combinatoire des parties, ce qu'on appelle maintenant le triangle de Pascal, et des calculs qu'il a fait avec. Et il lui dit qu'il lui envoie le seul exemplaire qu'il a. Mais je me le referai, c'est pas grave, je vous l'envoie tellement... C'est tellement clair dans sa tête qu'il sait le refaire. Tellement c'est clair dans la tête, je sais le refaire. Et puis surtout, c'est tellement urgent que je vous réponde, je vous aime tellement, je vous renvoie ça. Bon. La rencontre admirable, je me trouve avec vous, etc., etc. Votre méthode est très sûre, etc., etc. Bon. Et voici ce qu'il dit sur son ami. Il y a un moment où il passe en latin sans qu'on comprenne bien pourquoi, mais il trouve que c'est plus élégant pour formuler ça. Ah, voilà. Donc il dit une difficulté qui étonnait fort mon ami, car il est très bon esprit, mais il n'est pas géomètre. À l'époque, on disait géomètre comme on dit mathématicien de nos jours. C'est, vous savez, un grand défaut. Et même, il ne comprend pas qu'une ligne mathématique soit divisible à l'infini et croit fort bien entendre qu'elle est composée de points en nombre fini. Et jamais je n'ai pu l'en tirer. Si vous pouviez le faire, on le rendrait parfait. Bah, il s'amuse. Si vous arrivez à convaincre mon ami qu'il y a un nombre infini de points dans une droite, on le rendrait parfait. Bon. Et c'est dans ce contexte, il ne ressemble pas du tout à un article mathématique d'aujourd'hui, que Pascal expose le problème et les conclusions qu'il en tire. Alors parlons maintenant de ce fameux problème partie de jeu. Donc imaginez, vous êtes occupé à jouer une partie de dés ou de n'importe quel jeu de hasard avec votre ami, et le jeu se joue en 3 manches gagnantes. Et à chaque coup, le hasard détermine honnêtement si c'est vous ou votre ami qui va gagner. Et imaginez que la partie soit interrompue au bout de 3 manches, vous menez 2-1. Qu'est-ce qu'on fait? La partie est interrompue, elle ne peut pas reprendre. Vous avez mis au pot vous-même 32 pistoles, votre ami 32 pistoles, de sorte qu'il y a 64 pistoles à partager. La règle du jeu convenue au départ, c'était que la personne qui gagne récupère tout. Maintenant, on peut dire après, la partie n'est pas finie, donc chacun prend ses billes. On peut, mais ce n'est pas très intéressant et c'est injuste. Parce que la personne qui mène 2 manches à 1 a un avantage. Donc vous devez récupérer plus d'argent que l'autre. Donc voici le raisonnement. C'est moi qui mène 2-1 qui gagne le coup d'après. Alors je gagne tout. Donc les 64 me reviennent. Et 0 pour l'autre. Si la partie d'après est gagnée par l'adversaire, il y aura égalité de partout. Et là, il sera juste de partager moitié-moitié. Donc ce sera 32-32. Maintenant, mettons un poids égal à ces 2 possibilités, un demi, et faisons la combinaison. On voit que ce qui est juste de revenir, c'est la moyenne entre 32 et 64, soit 48. Donc, ce qui est juste, c'est 48 ici et 16 en face. Bon. Ça, c'est le juste retour. Et ça paraît banal, simple. Mais c'est la première fois que la notion d'espérance mathématique est formalisée. On ne parle pas encore d'espérance, il faudra attendre Heurens, mais le raisonnement est bien là. C'est même la première fois qu'on a ce qu'on appelle en mathématiques une martingale, une quantité qui reste constante, une quantité aléatoire qui reste constante en moyenne au fur et à mesure d'une partie. Et cette quantité, c'est ce juste retour, justement. Le juste retour qu'on prend à l'instant, là maintenant où vous séparez les choses, doit être le même en moyenne que le juste retour au cran d'après, qui sera soit 64, soit 32. Bon. Et martingale, bien plus tard, ça sera aussi une des clés du calcul des probabilités. Et on trouve dans Pascal l'ancêtre de toutes les considérations en mathématiques financières sur le juste retour dans un problème de bourse, un problème d'investissement, un problème d'assurance, un problème d'options qui feront les beaux jours des quants et de la mathématique financière de la fin du XXe siècle, début XXe. Ouais. Par rapport à ça, par rapport aux probabilités, probabilité et statistiques, quelle différence on peut faire entre les deux? Les probabilités et les statistiques sont d'une part les 2 faces d'une même pièce. Quand vous vous intéressez aux probabilités, vous avez un phénomène dont le résultat est aléatoire et vous vous demandez quel va être le résultat. Vous
connaissez le phénomène et vous vous demandez quels sont les résultats. En statistique, vous connaissez les résultats et vous vous demandez quel est le phénomène. Genre, en statistique, vous observez que les gens ont voté pour ci, pour ça, et vous vous demandez, mais quelles sont les motivations qui les ont poussés à faire ça? Ou vous observez les endroits où une particule est arrivée, une particule quantique régie par des règles aléatoires de la mécanique quantique, vous savez où elle est arrivée, vous vous demandez quel était l'état de la particule avant, si vous voulez. Donc, ce sont les phases de l'une et de l'autre. Et c'est vraiment l'un et le verso de l'autre. Et la statistique vient avec un état d'esprit qui s'apparente un peu à celui de l'analyse des observations. Et la statistique est ancrée, c'est une sorte de bête chimérique, avec une partie qui est dans la mathématique et une partie qui est dans le monde réel. Et d'ailleurs, Société française de statistique est vraiment un composé, un patch. Vous avez des gens qui bossent dans des entreprises, qui sont vraiment des gens de terrain, et d'autres qui sont des spécialistes des chiffres. Et c'est entre les deux. Alors que les probabilités, c'est une branche mathématique. Vous avez des départements dans la tradition universitaire américaine, souvent le département de statistique est à l'extérieur du département mathématique. Mais au sein du département mathématique, il y aura un département de probabilité. Bon. Mais du coup, les probabilités, c'est basé sur des choses dont on ne peut pas, enfin, qui ne sont pas tangibles, enfin, dont on ne peut pas calculer. Oui, c'est sur le hasard. Du coup, c'est pas tangible. Et les statistiques. Il n'y a pas de définition du hasard. Donc, on ne peut pas juste dire. Il y a plusieurs interprétations métaphysiques ou philosophiques du hasard, soit comme la marque de notre incertitude sur des phénomènes déterministes régis par un grand nombre de causes insaisissables, soit comme un postulat a priori pour une explication simple du monde face à une cause inconnue, soit comme quelque chose qui est vraiment... Les hasards sont des différentes façons de modéliser la réalité ou un modèle ou une idée. Bon. Et évidemment, il est fréquent qu'un raisonnement probabiliste utilise des statistiques et qu'un raisonnement statistique fasse appel à des probabilités. Ce sont des choses imbriquées, l'une et l'autre. Et vous avez d'autres modèles, je vous parlais tout à l'heure de la tradition américaine où souvent vous avez des départements de statistiques à l'extérieur du département mathématique. Dans d'autres traditions, vous avez des départements de probabilité et statistique où les choses sont ensemble. Comme toujours dans les affaires humaines, vous avez des affiliations, des partages, vous devez faire des comparaisons et tout ce que vous voulez. Comme la pensée de Blaise Pascal. Et comme la pensée de Blaise Pascal. Et les deux grands courants statistiques d'ailleurs, il y a deux grands courants statistiques, l'un qu'on appelle les fréquentistes, l'autre qu'on appelle les bayésiens, dans la pensée, qui sont très différents dans la pensée statistique. Dans la pensée fréquentiste, on se concentre sur les observations et les différentes fréquences sans faire d'hypothèses sous-jacentes sur la probabilité d'observer telle ou telle. Et dans les statistiques bayésiennes, le modèle, le paramètre statistique qu'on veut étudier, je ne sais pas moi, l'âge moyen d'une population ou qui sait quoi, ce paramètre statistique, on le modélise comme étant distribué a priori selon une probabilité qu'on appelle une distribution de probabilité a priori sur l'espace des paramètres. Donc, dans cette seconde approche statistique, on utilise une modélisation probabiliste sur l'espace des paramètres. Les deux écoles étant très, très différentes dans leur histoire et dans leur façon de faire. Donc, vous voyez à quel point les choses sont imbriquées. Et pour ajouter à la confusion, je vous dirais que ma branche de spécialité mathématique, c'est une branche qui s'appelle la physique statistique mathématique, qu'elle est en lien avec qu'elle est en fort lien avec la théorie des probabilités et que on trouve dans les travaux que j'ai pu développer et faire évoluer, développer aussi bien des questions statistiques que des questions probabilistes. Donc c'est normal entre guillemets si parfois on peut confondre, enfin que la nuance elle est... c'est complètement normal et bien des gens confondront les deux, bien sûr, absolument. Alors, je reviens sur cette partie. Comme vous voyez dans le texte dans ce texte, dans cette question du jeu, Pascal utilise ce jeu mondain pour motiver un problème mathématique. D'abord, il va s'amuser
à le compliquer et dire voilà, ça je l'ai résolu, c'est tout simple, et on l'a fait en parole. Maintenant, que dire si la question c'est un jeu en 7 manches gagnantes dans laquelle c'est interrompu quand vous menez 4-2 ? Bon, ça va être quoi la formule ? Que dire si c'est un jeu à 3 joueurs plutôt que 2, etc., etc. Bref, comment peut-on trouver les formules, les règles, la méthode de pensée ? Donc c'est le début de ce qui sera toute une théorie. Pascal, plus tard, en fera une théorie, un ouvrage entier sur la géométrie du hasard, avec différentes lois, son fameux arbre de possibles probabilités avec le triangle. Le triangle de Pascal, il en fera toute une théorie. Ce n'est pas le premier à avoir trouvé ce triangle, on le connaissait bien avant lui. En revanche, c'est le premier à avoir étudié systématiquement ses propriétés, ses régularités arithmétiques, statistiques, et ce qui se passe quand on le regarde dans un sens, dans un autre, et ainsi de suite. C'est celui qu'on apprend à l'école. Celui qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école comme triangle de Pascal. Les probabilités de base, on les apprend au lycée maintenant. Et évidemment, c'est conceptuellement délicat, puisque à l'époque, c'était des conversations entre les plus grands génies de l'époque, et c'était soumis à débat. Ils discutent, Pascal et Fermat discutent, on pourrait utiliser tel raisonnement plus tôt, mais ce raisonnement-là est meilleur, etc., etc. Et d'autres, à la même époque, considéraient que c'était impossible de mettre le hasard en mathématiques, que c'était contre nature, que ça n'avait pas de sens, et ainsi de suite. Donc c'est pas du tout conceptuellement simple. Alors, je voudrais insister sur quelque chose que je trouve fascinant aussi dans cette affaire. Pascal indique, voici quelque chose qui chagrinait son ami, le chevalier de Méret, c'était quand on regardait le calcul des probabilités que ça semblait n'avoir aucune relation géométrique. Méret, en particulier, avait cet exemple du lancer de dés. Lancer de dés et les 6 ou les doubles 6. Donc on reste dans les dés. Les jeux ont été une inspiration souvent pour les mathématiciens, c'est normal. Jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux de go, beaucoup de jeux. Il y a une théorie des jeux qui a émergé au XXe siècle, qui était une façon d'aborder l'économie avec des gens comme von Neumann, Morgenstern. Le développement de l'intelligence artificielle a été souvent motivé par des jeux. Au départ, pour les gens comme Alan Turing et Claude Shannon, le jeu d'échecs joue un rôle important. Plus récemment, ça a été le jeu de Go qui a été le lancement du grand succès de Google DeepMind, qui aujourd'hui viennent de sortir l'intelligence artificielle Gemini et autres. Dans le temps, la théorie de la décision lancée par Émile Borel au début du XXe siècle, qui était aussi un des artisans de la théorie moderne des probabilités, était aussi motivé par des questions de jeu, et des questions de décision politique. Donc il y a une longue tradition d'alliance entre les jeux et les théories mathématiques, et ça s'inscrit bien là-dedans. Et donc le chevalier de Méret râlait en disant « Vous voyez bien qu'il n'y a aucune logique dans les calculs de probabilité. La preuve, quand on regarde le nombre de parties qu'il faut jouer dans un jeu de dés pour avoir plus de chances, pour avoir les chances de sortir, de gagner, eh bien ça ne suit pas de règle logique. Je vais vous donner l'exemple exact. Vous vous posez la question, est-ce que je vais lancer un dé plusieurs fois ? Est-ce que je vais parier ou pas sur le fait que j'arrive à avoir un 6 ? Avec la question, si vous voulez gagner votre pari statistiquement, qui est est-ce que j'ai plus qu'une chance sur 2 d'avoir un 6 ? Problème mathématique, je lance un dé. Combien de fois faut-il lancer le dé pour qu'il y ait au moins une chance sur 2 qu'un 6 à un moment sorte ? Bon. Réponse 4. Et maintenant, soit une paire de dés. Je lance une paire de dés et vous vous demandez combien de fois faut-il lancer le double dé, pour que j'ai plus qu'une chance sur 2 de voir un double 6 sortir à un moment. Réponse 25 fois. Bon. Et ce qui choquait le chevalier de Méret, et il s'en ouvrait à Pascal, c'est que dans un cas, il suffit de 4, c'est-à-dire les 2 tiers du nombre de combinaisons possibles, 2 tiers de 6, alors que dans l'autre cas, 25, c'est plus que les 2 tiers du nombre de combinaisons possibles, 36. Et 2 tiers de 36, c'est 24. Et 2 tiers de 6, c'est 4.
Si c'était juste une proportionnalité sur un nombre de combinaisons, il suffirait de 24 lancers de double dés. Le chevalier de Méret savait, parce qu'il avait expérimenté en tant que joueur, que 24 ne suffisait pas. La différence est ténue. Vous lancez 24 fois un double dé, vous avez 49% de chance de trouver un double 6. Et comment ils sont arrivés à cette déduction-là? L'habitude. D'accord. L'habitude. Ils avaient un savoir empirique de ces questions de... Ils savaient que 24 ne suffisait pas. Je ne sais pas combien de parties ils avaient joué, je ne sais pas combien d'heures, combien de soirées ils avaient passées, mais ils savaient, d'abord ils se lançaient ce genre de défis ou d'autres bien plus compliqués, mais ils savaient que 24 ne suffisait pas et qu'il fallait 25. Et à 25, quand on fait le calcul, c'est 50, quelque chose %. C'est vraiment ténu, mais ils le savaient. Ce que Pascal se met en devoir de faire, c'est de lancer une théorie mathématique qui permettra d'expliquer et de retrouver ce savoir empirique par des calculs théoriques. Vous nous avez parlé beaucoup de jeux. Pour revenir un peu à Blaise Pascal, on peut parler peut-être de la roulette. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Est-ce que ce serait lui l'inventeur? Alors attention, quand Pascal parle de la roulette, c'est pas la roulette qui fait tourner, c'est la roulette courbe mathématique, cycloïde. Alors selon les versions, il y a la cycloïde, la trochoïde, la roulette. Les unes sont la cycloïde proprement dite, d'autres des variantes de la cycloïde dans une version généralisée. Et donc du coup, cycloïde, c'est le fait que ce soit l'arrondi, c'est la roue. Pour faire une cycloïde, vous prenez une roue et un point de la circonférence, vous le marquez, et puis vous faites avancer cette roue en roulant et vous regardez la trajectoire que décrit le point sur le bord de la roue, j'insiste sur le bord que vous avez marqué. Et va décrire une trajectoire très précise qui sera vaguement arrondie, qui, quand la roue avance, la trajectoire, mettons que la roue soit de diamètre 1. Bon. Donc la circonférence sera pi, 3,14 et quelques. Et donc cet arrondi, vous aurez une courbe qui sera à peu près 3 fois plus plate qu'elle n'est haute. Je veux dire, si la hauteur est égale à 1, qui correspond au diamètre de la roue, la base est un peu plus que 3. Donc cette figure précise, on va l'appeler la cycloïde, ou la roulette, ou ce que vous voulez. Et elle est très précise, je veux dire, il y en a une. Si vous le faites un petit peu plus aplati ou autre, ça ne sera pas la même. Et c'était un objet bien identifié et qui était la source de débats réguliers, fréquents chez les mathématiciens de l'époque. En cela, Pascal était pleinement dans son temps et c'était une source de discussion et de défis. Il y avait un défi classique qui était quel est l'aire de la cycloïde, de la roulette. Il y en a un autre sur sa longueur, il y en avait un sur je ne sais plus quoi. On la retrouve dans plein de circonstances. On la retrouve dans le problème dit de la brachistochrone, la courbe la plus rapide, qui permet d'aller d'un point à un autre dans le minimum de temps pour une masse pesante. On la trouve dans certains problèmes de physique. C'est une courbe qui apparaît régulièrement ici et là. Et au XVIIe siècle, c'était un objet classique de défi. Et c'était l'une des premières courbes pour lesquelles on pouvait se poser des questions délicates, telles que la longueur sa longueur en termes modernes. Pascal s'inscrit là-dedans. Il n'y a pas d'originalité particulière dans le fait qu'il s'y intéresse. Lui s'y intéressait. Son père déjà avait travaillé dessus. Son père était mathématicien aussi. Ouais, limaçon, c'est aussi le nom d'une variante de cette courbe. En revanche, le fait peut-être qu'il va mettre un défi dessus sur cette courbe dans ses écrits sous pseudonyme de Dettonville, montre qu'il est à fond dans ce mode polémique qui lui va très bien. Pascal, toute sa vie, c'est l'amour de la polémique, y compris lancer les défis. Et de façon pas complètement honnête d'ailleurs, parce qu'il y a une première version de son défi, une seconde version. Et le fait qu'il passe de la première version à la seconde version, c'est aussi parce qu'il a discuté avec un de ses proches, le mathématicien Robert Val,
aussi l'un des initiateurs du calcul différentiel, du calcul intégral, et que Robert Val va lui faire réaliser, discussion avec Robert Val, lui fait réaliser que la connaissance technique, ce qu'on peut faire techniquement sur la courbe, est bien meilleure que ce qu'il a en tête au départ. Ouais. Et vous trouvez quelque part, il y a une tombe de Pascal sur laquelle a été mise, gravée ou sculptée une représentation de la cycloïde pour rappeler à quel point il a, de façon passionnée, pris part à ces débats et défis de l'époque sur la cycloïde. Et du coup, le jeu de la roulette au casino aujourd'hui, c'est inspiré de ces... Ah non, c'est une roulette qui a rien à voir. C'est juste, problème de mots. juste le fait que ça roule. Ah oui, c'est un... Alors, Pascal, qui aimait beaucoup les jeux de mots, aurait certainement trouvé qu'on peut faire un lien entre l'un et l'autre, mais c'est vraiment... Il n'y a aucun lien direct entre la roulette, la courbe et la roulette du casino. Aujourd'hui, du coup, tout ce qu'on a expliqué là avec les recherches de Blaise Pascal, le lien avec le jeu, aujourd'hui, les mathématiques contemporaines, qu'est-ce qui reste de ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on continue de chercher par rapport aux différentes probabilités statistiques, là, à la cycloïde? Qu'est-ce qui reste de Blaise Pascal dans l'héritage des mathématiques aujourd'hui? La cycloïde n'est plus un sujet. Enfin, ça a été étudié, réétudié, labouré, c'est pas un sujet. Mais le travail fondationnel, on vit avec. Avec Pascal, c'est le début de la géométrie du hasard, les premiers calculs d'espérance, première martingale, premier raisonnement moderne de récurrence, en tout cas qui sonne à peu près comme ceux qu'on emploie maintenant, des prémices de calcul intégral, des prémices de calcul différentiel. Et bref, c'est un travail de fondation, et même de notation, puisque j'ai appris tout récemment, après les travaux récents de Dominique Descôtes, travaillant sur un brouillon retrouvé dans le verso d'un manuscrit des pensées, que le signe S allongé pour intégrale, que le signe utilisé universellement pour l'intégrale, remonte à Pascal. Donc c'est du travail de fondation. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, si vous me demandiez s'il reste quelque chose du travail de Socrate, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est arrivé, qui a fait la fondation, qui a posé, c'est la racine de l'arbre, ou l'informatique. C'est le premier travail sur une machine à calculer. On peut, et on le voit dans certaines figures, faire tout un arbre généalogique des différents calculateurs dont la racine est la pascaline et qui ensuite va jusqu'aux ordinateurs modernes. Donc ce travail de fondation, on vit avec. Et dans votre quotidien aujourd'hui, vous amusez? Est-ce que justement les mathématiques sont toujours un jeu? Les mathématiques, c'est un jeu. Pour la plupart des mathématiciens, il y a une motivation ludique, d'abord au début, dans l'initiation. L'essence de la mathématique, ce n'est pas le calcul, c'est la résolution des énigmes. La résolution des énigmes, c'est la mise au point du bon raisonnement, de la bonne démonstration, d'une bonne démonstration. Et bien plus tard, ça reste ça, trouver la bonne démonstration qui va résoudre votre grand problème, la question que vous vous posez. C'est une grande quête, un grand rébut que vous posez, qui est le travail de la recherche. Et la part de jeu est incontestable. Et je ne dis pas que pour moi, pour tout le monde. Une part de jeu qui n'exclut pas un engagement considérable. Un article de mathématiques en recherche contemporaine, ça peut être un article court, mais ce sont parfois des démonstrations de 100, 200, 300 pages, des années de travail. Le plus grand théorème mathématique du XXIe siècle, celui qui a la plus grosse démonstration, c'est celle de Gregory Perelman. Donc en 2002, il publie la démonstration presque complète de la conjecture de Poincaré. C'est un travail qui lui a demandé 7 années de recherche et évidemment, au-delà de la très grande satisfaction de cette résolution, il y a un effort inimaginable qui a été mis là-dedans. Et incontestablement, l'effort est mêlé au jeu. Merci beaucoup, Monsieur Villani. Ça a été un plaisir pour nous d'entendre votre passion
Et je pense qu'on en a beaucoup appris. Et moi, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de liens entre, du coup, Blaise Pascal, le jeu, et là, les mathématiques. Et c'est une très belle conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si vous avez raté le premier épisode sur Blaise Pascal, nous vous invitons à le découvrir pour plonger dans une autre facette de sa vie. Cette série sur Pascal s'arrête ici, mais vous pouvez retrouver une vidéo exclusive des coulisses du projet prochainement sur notre chaîne YouTube, et nous vous invitons à consulter les différentes vidéos diffusées à l'occasion des 400 ans de Blaise Pascal si vous voulez creuser ces sujets. À très vite pour découvrir de nouvelles histoires patrimoniales.